Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Nala. Dans la vie, j'accompagne les entreprises dans la stratégie et la rédaction de contenu, alias le copywriting. L'objectif du podcast est de te faire découvrir toutes les compétences et expertises du digital. Cette saison, j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus de mon métier, parce que Sauce Digital, c'est un gros contenu. C'est un peu mon bébé qui a fait plein d'autres bébés. Je partage des extraits, des conseils issus des épisodes sur Instagram et Pinterest. Et la nouveauté cette saison, c'est que les épisodes déménagent sur saucedigital.com. Une nouvelle interface toute fraîche pour accéder aux épisodes, mais pas seulement. J'ai aussi créé une section dédiée au métier des invités, si vous voulez en savoir plus sur les compétences requises pour être community manager, par exemple. Et il y a aussi la liste des coordonnées de tout le monde. Donc, si vous avez envie de travailler avec quelqu'un, vous savez où aller. J'ai avant tout lancé ce projet pour discuter avec les pépites du digital Made in Caribbean et c'était important pour moi de créer un espace pour les mettre en avant. Donc, go sur saucedigital.com. Plein de nouvelles choses, on en parlera plus tard. Il est temps de passer à la discussion du jour. Aujourd'hui, je reçois Maëlysa, fondatrice du média Femmes Riches, qui apprend aux femmes à gérer leur blé comme des reines. C'est bien ça ? Exactement. Bonjour Maëlysa. Bonjour. Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien parce qu'on enregistre un samedi matin, donc j'ai fait ma grasse mat et je pète la forme. Super. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours ? Oui. Donc moi, je suis Maëlysa Seymour. J'ai fondé récemment le média Femmes Riches, donc il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. En termes de parcours, il y a plein de sauts de plus dans tous les sens. Donc moi, j'ai un parcours scolaire plutôt classique. J'ai fait une prépa, puis après une école d'ingé. Après, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe en tant qu'ingénieur informatique. Puis, je suis passée dans le conseil. Puis, j'en ai eu ras-le-bol du salariat. Donc, je suis devenue entrepreneur. Ouais. J'ai monté ma boîte, j'ai levé des fonds, j'ai recruté, j'ai planté ma boîte. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis devenue freelance. Et là, je me redirige potentiellement vers le salariat, sachant qu'en trame de fond, un peu ce qui m'a guidée, c'est quand j'avais 21 ans, j'ai pris la décision de devenir libre financièrement à mes 35 ans. Donc, tout en trame de fond, depuis que j'ai 21 ans, je m'intéresse à l'argent, à l'investissement et à comment se créer une forme de liberté grâce à l'argent. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'au final, le parcours n'est pas linéaire. Parce qu'on se dit souvent, tu vois, en mode la prépa, l'école, puis un peu d'expérience en entreprise, je lance ma boîte, je suis riche. C'est fini, tu vois. Alors que, en fait, il y a plein d'événements dans la vie ou même d'envies qui font que tu vas repartir dans le salariat, reprendre ta boîte, en créer une autre, t'associer avec quelqu'un. Donc, je trouve ça super cool. Mais ouais, effectivement, on m'avait un peu vendu, et j'avoue, c'est ce qui m'a motivée au début quand je faisais mes études, c'est t'as une recette pour réussir dans la vie. C'est ça. Sauf que finalement, la vie rêvée qu'on m'avait vendue ne me correspondait pas finalement. Donc devenir manager d'un grand groupe et monter les échelons, c'est pas ça qui me faisait vibrer. Et comme je te disais, moi, c'est vraiment être libre d'utiliser mon temps, être libre de pouvoir voyager, être libre de faire des expériences. C'est ça qui me fait vibrer. Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, ma question, ça a été comment je fais pour y arriver. Et trouver la bonne réponse n'a rien de linéaire. D'où mon parcours un petit peu dans tous les sens, mais toujours avec cet objectif de fin. Je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce que je pense que pour mes proches et surtout mes parents, le CDI, c'est un peu le Graal, c'est un peu la solution à tout. C'est-à-dire que la meilleure façon pour moi d'appliquer mes compétences et d'exercer mon métier, enfin en tout cas celle qui m'arrange le plus pour que je sois heureuse dans la vie, c'est d'avoir un CDI. Et en fait, je pense que, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est pas du tout ce que je fais, mais pour moi, tu vois, par exemple, ce podcast, c'est la meilleure façon d'exercer mon métier. C'est quelque chose qui me ressemble, dans lequel je me retrouve et qui en même temps fait appel à mes compétences. Et je sais pas quelles seront mes prochaines expériences, si ça sera monter une boîte et la planter. Ou la réussir. M'associer à quelqu'un ou même repartir dans le salariat ou partir sur un job complètement alimentaire qui n'a rien à voir avec mes compétences. La ligne directrice, ça me permet en fait de faire ce que je veux. Et pour moi, c'est ça être heureuse. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer un média sur l'autonomie financière ? Alors, il y a eu différentes graines qui ont été plantées à différents moments, mais comme je te disais, donc je suis rentrée en stage de fin d'études dans un grand groupe bancaire
Et j'avais vraiment des étoiles dans les yeux parce que je me disais, c'est là que je vais pouvoir m'accomplir, c'est là que je vais pouvoir devenir adulte, entre guillemets. Moi, c'était mon rêve, devenir grande, tu vois. Bah, bien sûr. Et je pensais vraiment qu'en commençant à travailler dans un grand groupe, j'aurais finalement cette révélation de qui je veux être et de pouvoir m'épanouir, etc. Et finalement, au bout de 3-4 mois, je me suis rendu compte que cette vie dans, entre guillemets, une boîte qui ne me correspondait pas, ne pourrait jamais me satisfaire. D'où mes premières réflexions sur, mais je fais comment pour sortir de là? Quelles sont mes autres options? Parce que je sais que je ne pourrais jamais être entièrement heureuse, entièrement épanouie dans un grand groupe ou même dans le salariat. C'est parce que ça a été mon constat, mais assez rapidement, en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à comment obtenir une forme de liberté, d'où finalement la liberté financière. Et à l'époque, donc c'était en 2013. Oui, je suis vieille maintenant. C'était il y a 10 ans. Tu n'es pas vieille. C'était il y a 10 ans. Vieillir est un privilège de toute façon. Mais ça me fait mal en disant ça, tu vois. Je me dis, oh là là, dis donc, c'est passé vite en fait. Tout s'est passé vite. Oui, c'est vrai que ça passe vite, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut le temps aussi pour faire les choses. Oui, il faut que ça infuse, il faut te les approprier. Ouais. Donc, après, je suis ultra reconnaissante. Mais disons, tu vois, je me dis, moi, je me sens pas encore totalement adulte. D'où le truc de me dire, 10 ans, peut-être 32 ans, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais en même temps, quand on avait 16 ans, on s'imaginait 10 ans plus tard, ayant la maison, les enfants, le chien, le travail, et ouais, à 25 ans, tout ça. Comment dire que je n'ai coché aucune de ces cases, hein. Moi non plus. Mais tu vois, en gros, à 21 ans, je me suis dit, bon, bah, là, je découvre à peu près qu'il y a la liberté financière. On était au début d'Instagram, donc aucun influenceur financier. YouTube était encore assez début, donc il y avait plutôt des blogs à l'époque. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder des blogs qui parlaient de liberté financière, etc. Il y en avait 2 ou 3 qui m'intéressaient vraiment. Et là, je me suis dit, bon, bah, en soi, il semble y avoir une technique pour aller vers l'indépendance financière. Je vais commencer à creuser. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Et quand je m'intéresse à un truc, je suis une monomaniaque. C'est-à-dire que j'y vais à fond, je donne tout et je me lance assez rapidement. Défaut professionnel? Oui, totalement. Ou qualité, ça dépend. Pour moi, c'est une qualité. Hein. Oui, clairement. Donc, quand j'ai un objectif, j'y vais et je ralentis pas. Et effectivement, c'est dès que j'ai fini mon stage de fin d'études, j'ai fini mon stage de fin d'études, j'avais une période d'essai de 3 mois qui finissait en février. Donc le 1er février, j'ai été voir une agence et j'ai signé pour acheter un bien en investissement locatif. Et c'est là que tout a commencé. Et en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi à mes potes parce que on se raconte nos vies, etc. Et je passais un petit peu pour une extraterrestre en mode mais t'as 21 ans à peine. Pourquoi tu achètes si tôt? Il y a tellement d'autres choses à faire. Tu peux voyager, tu peux sortir, etc. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde financière. Et même en parlant à mes parents, ils me disaient mais là t'as un CDI, mais achète pour habiter. Et je disais non, en fait, je sais que je veux pas rester au même endroit, donc j'ai aucune raison d'acheter pour habiter. Je préfère investir. Et déjà là, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que moi j'avais pu apprendre de mon côté et les notions globalement connues en termes d'éducation financière. Ça a été le premier point. Et ensuite, la deuxième grosse graine qui m'a poussée à créer ce média, c'est au moment où j'ai planté ma boîte. Pourquoi? Parce que j'ai fait une première levée de fonds qui a très bien fonctionné. La boîte, donc c'était une boîte dans le domaine de l'intelligence artificielle qui avait des utilisateurs. On avait à peu près 12 000 utilisateurs à l'échelle mondiale, mais on n'avait pas de chiffre d'affaires qui rentrait. Et donc, du coup, on avait besoin de lever des fonds pour pouvoir continuer tout ce qui était recherche et développement. Oui. Sauf que... Classique d'une start-up tech. Ouais, au début, tu ne génères pas de fonds forcément, surtout quand tu fais de la R&D. Oui. Il faut des sous pour pouvoir la levée de fonds, au final, c'est pour concrétiser le produit, quoi. Exactement. Donc, on avait un prototype qui marchait bien, qui était bien... MVP, voilà, pour les connaisseurs. On avait un MVP, un POC, un SOC, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et tout ça fonctionnait très bien. Et sauf qu'au moment de lever des fonds, j'ai fait 1 an de roadshow. 1 an où, il y a des jours, je me tapais 5 rendez-vous avec des fonds d'investissement. Et 5 fois par jour, on me disait non. Et on me disait non, tu vois. Chacun avait une raison différente. Non, mais vous êtes un peu trop jeune. Non, mais en fait, la boîte, elle manque de traction. Ah non, mais il y a assez de traction, mais ça manque de vision. Ah, on adore la vision, mais ceci. En fait, donc c'était confus, quoi. C'était extrêmement confus. Ouais. Et ce que j'en ai retiré au bout d'1 an, en plus d'une fatigue extrême, c'est que quand les gens ne croient pas en toi, tu ne pourras pas les forcer à croire en toi. Sauf que nous, on croyait à notre projet, on était 2 cofondateurs, on avait vraiment tout donné en termes d'investissement personnel, d'énergie, etc. Et je me suis rendu compte que mon ambition était freinée par les autres,
que je n'avais pas les moyens, littéralement les moyens financiers de mon ambition. Et en parlant autour de moi, ce n'était pas que moi. C'est-à-dire qu'en France, en termes de levée de fonds, les entreprises fondées par des femmes lèvent 2% des fonds qui sont distribués au total chaque année. Donc je me dis, attends, mais le nombre de femmes qui passent à côté de leurs rêves, qui diminuent leurs ambitions, qui éteignent leurs désirs parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, c'est juste ouf en fait. Et imagine si on avait un monde de femmes riches, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, c'est de là qu'est né les médias femmes riches. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, pouvoir avoir un monde où les femmes ont conscience du pouvoir de l'argent, parce qu'on est dans un monde capitaliste, on va pas se mentir. Oui. Et qu'elles ont conscience du pouvoir de leur argent et de comment faire pour le faire grandir et mener la vie de leurs rêves. Et tout l'intérêt du média Femmes Riches, et ça tu l'as dit au début, c'est apprendre aux femmes à gérer leur argent comme des reines parce qu'on mérite la vie de nos rêves en fait. Waouh. J'ai des frissons. Et du coup, dans donc l'éducation financière, c'est vaste, l'investissement aussi. Quels sont les principaux thèmes que tu abordes pour aider les femmes à devenir indépendantes financièrement? Alors, moi, mon accompagnement et même mon média aujourd'hui s'axe autour d'une méthode que j'ai créée qui est en 4 points. La méthode RED, évidemment. Hey. C'est pas pour rien. Bientôt, Maëlisa docteur. Maëlisa avec un article dans un journal. Ma méthodologie. En 4 étapes. Pas Maëlisa, c'est moi. Donc, c'est en 4 étapes, c'est reprogramme, épargne, investis et esquive. Reprogramme, c'est en fait, l'argent, on réduit souvent l'argent à cette dimension mathématique. On fait des calculs, on fait des fichiers Excel, mais non. L'argent, c'est avant tout du mindset. Pourquoi? Parce qu'on a tous une relation à l'argent. On projette tous des choses par rapport à l'argent. Ça peut être un besoin de sécurité, un besoin de liberté, de la peur des fois. Donc, c'est comment prendre conscience du mindset qu'on a par rapport à l'argent et le reprogrammer pour avoir une relation plus saine par rapport à l'argent. Ensuite, il y a la notion d'épargne. L'épargne, c'est vraiment la base qui va te permettre après de construire ton patrimoine. Donc, je partage également des informations, des techniques pour apprendre à épargner. Même si on t'a toujours dit, ouais, mais t'es un panier percé, tu gères pas ton budget, etc. Enfin, non, il y a rien de tel. À partir du moment où tu retravailles ton mindset, tu peux plus simplement épargner. Quand tu épargnes, tu peux avoir de l'argent de côté pour commencer à investir. Et là, se pose la question, mais c'est quoi ta vie de rêve? Quelle est la vie idéale pour toi? Où est-ce que tu vas? Oui. Où est-ce que tu veux aller, en tout cas? Où est-ce que tu veux aller? Oui. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais c'est quoi le meilleur produit pour investir? Ben, il y en a pas, en fait. Ouais. Juste, il y en a pas. Si tu me dis, ben, moi, ce que je veux, c'est faire le tour du monde et juste avoir un peu d'argent qui rentre tous les mois, ce sera pas la même chose que si tu me dis, moi, ce que je veux, c'est pouvoir protéger ma famille à tout prix, etc. Chaque vie de rêve va avoir, entre guillemets, un plan ou une recette pour y arriver. Et c'est là que avoir construit un plan d'investissement en accord avec ta vie de rêve est important. Donc, je partage également des informations sur ça. Et c'est une grosse partie de mon accompagnement. Et la dernière partie, c'est l'esquive. Pourquoi? Parce qu'on est des femmes. Et que, comment dire, la société nous tend des pièges à tout moment, tu vois. Ça peut être dans ta relation de couple, ça peut être au travail, qui font que, même si tu arrives à reprogrammer ta relation à l'argent, à épargner, à investir, tu peux toujours te prendre un taquet à un moment donné et perdre ce que tu as construit. Pourquoi? Parce que tu es dans un couple qui t'appauvrit. Les podiao. Exactement. Et pour ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est de dire que quand tu es dans un couple, en fait, les hommes vont avoir, un couple hétérosexuel, j'entends. Oui. Les hommes vont avoir tendance à payer le patrimoine, la voiture, la maison, etc. Et les femmes vont avoir tendance à payer les biens de la vie courante. Comme les pots de yaourt, comme les jeux pour les enfants, comme tout ce qui est consommable. Ce qui veut dire qu'au moment de te séparer, quand tu as un crédit qui est principalement au nom de monsieur, il repart avec la majorité du patrimoine. Oui. Quand tu as une voiture qui est au nom de monsieur, c'est lui qui la récupère également. Et globalement, aujourd'hui en France, au moment d'une séparation, divorce, rupture de pacte, séparation classique, les femmes perdent en moyenne 20 à 30% de leur niveau de vie dans la première année qui suit. Donc, c'est pas négligeable. C'est pour ça que je dis que tu as beau faire toutes les 3 premières étapes, reprogrammer, épargner, investir, si tu n'es pas au courant des pièges qui existent aujourd'hui, tu peux te faire avoir par un truc débile. Enfin, je pense aux impôts aussi, qui sont particulièrement inéquitables dans leur répartition au travail.
Enfin, au travail. Oui, déjà même la source de revenus est impactée. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est compliqué. C'est cool d'épargner, mais quand tu touches en moyenne 17% de moins qu'un homme à un travail égal, tu te doutes bien que tu peux épargner moins, donc investir moins. C'est ça. Donc, il y a de ça. Donc, c'est comment également te repositionner pour pouvoir être payé à ta juste valeur, que tu sois salarié ou même freelance, parce que le nombre de femmes que je vois qui me disent, ouais, je suis à mon compte, mais je peux pas augmenter mes prix parce que du coup, si j'augmente, on m'aimerait un peu moins ou je me sens pas à l'aise, etc. Enfin, non, on rentre dans le lard de tout ça. C'est ça. C'est la dernière étape, c'est-à-dire que tu poses toutes les bases, mais tu esquives les pièges qui vont te faire tomber, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que là, perso, l'idée reçue dont j'ai été victime, entre guillemets, et dont je me suis rendu compte récemment, c'était cette fausse notion d'équité. Dans le sens où dans le couple, faut qu'il y ait une équité absolue et c'est 50-50 et sans prendre en compte tout simplement les pressions de la société qui font que de base on n'est pas à 50-50. Et tu vois, et en fait quand je me suis rendu compte, c'était un peu comme une évidence et je me suis dit mais c'est trop vrai en fait. Ça peut pas marcher comme ça dans la vie courante si de base même à compétences égales, on n'a pas les mêmes revenus. Si au final factuellement entre nous il y a des disparités. C'est moi qui suis lésée, mais en même temps étant donné que, comment dire, tu sais, en tant que femme, il y a ce côté aussi, je veux montrer que je suis capable, je veux montrer que comme toi, je peux le faire, en fait. Je savais que t'allais dire ça. Aïe! Qui est un piège, it's a lie. It's a lie. Totalement, c'est pour moi la plus grosse arnaque des temps modernes, c'est-à-dire, oui, alors, évidemment, je suis féministe, et oui, je milite pour l'autonomie financière des femmes, mais il faut bien se rendre compte que quand tu es dans un monde qui est profondément inéquitable, voilà, c'est-à-dire que tu as globalement des hommes qui gagnent plus que des femmes, tu peux pas militer pour du 50-50 parce que tu te tires toi-même une balle dans le pied. C'est ça. Et en fait, tu disais que tu pensais à l'équité, en fait, tu pensais à l'égalité. Le 50-50, c'est l'égalité. Et justement, l'équité, c'est de se dire, si dans un couple, le gars gagne 70% des revenus et toi 30%, il paiera 70% des dépenses et toi 30%. Et encore là, je mettrais un petit warning. Vous faites de l'équité au maximum sur tout ce qui va être dépenses courantes, les pots de yaourt, mais quand il s'agit de payer le patrimoine, c'est là que tu dois justement militer pour être au maximum à l'égalité. Parce que ce que tu veux, c'est de pouvoir te constituer un patrimoine toi aussi et ne pas être lésé. Tu vois? Donc, quitte à faire du 50-50, autant le faire sur des éléments qui vont te permettre de constituer une richesse sur le long terme, plutôt que de le faire sur des consommables de tous les jours. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, pour les personnes qui seraient intéressées par cette démarche, quels sont les pièges à éviter quand on veut lancer son média? Alors, les pièges dans lesquels je suis tombée. C'est parti. Vouloir tout faire en même temps. En fait, quand tu lances un média, pour moi, le plus gros piège, c'est de te dire, que tu veux être présente sur toutes les plateformes en même temps. Et au début, donc quand j'ai lancé Femme Riche, on était deux, parce que je me suis dit, bon, Femme Riche, j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour Femme Riche, je me vois pas le faire seule. Donc, j'ai recruté une cofondatrice pour m'aider. Donc, on s'est dit, on fait la newsletter. Moi, la newsletter, je tenais énormément. Oui, elle est géniale d'ailleurs. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ton contenu que je préfère. Enfin, ton format que je préfère plutôt. Merci beaucoup, parce que la newsletter, moi, ça me tenait à cœur, tu vois. Donc, j'ai commencé la newsletter en décembre 2021. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant. Officiellement, c'est l'édition numéro 80 qui est sortie hier, donc je suis trop contente. Félicitations. Merci. On a voulu être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, c'est juste impossible à tenir, surtout quand tu n'es pas encore au clair au début sur ta ligne éditoriale. C'est horrible. Parce que forcément, quand tu lances un média, tout n'est pas clair. Tu apprends en marchant. Tu découvres ton ton en marchant également. Et le ton que moi j'ai sur la newsletter, qui est un format écrit, n'est pas le même exactement que j'aurai en story ou en réel sur Instagram. Et ça prend un peu de temps de pouvoir trouver son ton. Et chercher son ton sur tous ces médias en même temps, chercher la ligne éditoriale sur tous ces médias en même temps, définir son personnage sur tous ces médias en même temps, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc, pour moi, le plus gros erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc, du coup, mon conseil, si vous en voulez, déléguer. Mais même avant de déléguer, c'est définir tes priorités. Quel est le média dans lequel toi tu t'éclates le plus et dans lequel tu pourras vraiment justement t'épanouir et découvrir comment tu aimes communiquer. Et une fois que tu as ça, après c'est plus simple de décliner ce média
dans d'autres médias. Par exemple, moi, je me focus à fond sur ma newsletter et ça me donne des inspirations après pour faire des posts Instagram, par exemple, ou pour faire des podcasts, des épisodes de podcasts. Ouais, j'ai l'impression que ce dont tu parles aussi, c'est le fait d'avoir un contenu principal qui, au final, donne lieu à des snack content inspirés de ce contenu. Ouais, exactement. Et je vois tout à fait, puisque pour Sauce Digital, c'est pareil. Au final, la base de tous les autres contenus, c'est l'épisode. C'est ce qu'il y a dans l'épisode, c'est ce qui fait que je vais en sortir des extraits impactants, en faire des ressources, déterminer, en fait, comment est-ce que j'ai envie de mettre ce contenu en avant pour que, du coup, les personnes qui voient ces petits extraits se disent, il y a la version plus longue si j'ai envie d'en savoir plus. Et la deuxième erreur, à mon avis, qu'on peut faire, c'est de ne pas penser à sa stratégie de monétisation. Parce que si tu crées un média dans l'objectif de le monétiser, et c'est pas le cas de tout le monde, mais si jamais c'est ton objectif, pensez, voilà. Parce que par exemple, moi je me suis dit, je veux une stratégie de monétisation qui passe par la newsletter. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, j'aurai une stratégie d'acquisition qui va être basée sur de la capture d'emails. Pourquoi ? Parce que je veux une newsletter qui a beaucoup de lecteurs, de lectrices, qui a un grand taux d'ouverture, et derrière, après, pouvoir penser, par exemple, une stratégie de sponsoring des newsletters. Et donc, réfléchir à par quel biais tu veux monétiser ton activité ou ton média, et du coup, comment tu vas, derrière, chercher à capturer ou de l'audience, si c'est un podcast, ou des lecteurs, si c'est une newsletter, etc. Mais ça, c'est important de penser en avance, parce que si tu fais tous les médias en même temps, mais sans aucune stratégie de monétisation, alors là, tu peux beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats. Ce qui est déprimant, des fois. Ouais, surtout au début, quand il y a personne. Je pars dans le désert. Et du coup, comment tu gères les périodes de manque d'inspiration et de motivation ? Une réponse simple, c'est la discipline. À partir du moment, justement, où je me suis fixée la newsletter comme une priorité, je sais que sur ça, je ne déroge pas. J'ai une discipline qui fait que tous les vendredis, à 7h37, ma newsletter part. Pourquoi c'est 37 ? Je sais pas. J'ai décidé et c'était comme ça. Et c'est le cas depuis que j'ai commencé à newsletter. C'est pas mal comme horaire, 7h37. Voilà, je sais pas, ça me plaisait bien. Vu que, en plus, j'imagine que tu l'envoies au fuseau horaire d'ici. Oui. Tu récupères toute ton audience à des horaires corrects. Voilà. Tu chopes les gens à 7h37, t'es au début de leurs emails en Guadeloupe, et t'es à la pause déj du vendredi en France, donc c'est assez idéal. Oui, quand même. Oui. Voilà. Fais pas genre. Non, je vais dire 37, mais pas 38 et pas 39, tu vois. Ouais. Non, je me suis dit, à quel moment je pourrais avoir une audience la plus disponible possible. Oui. Et globalement, le vendredi, il n'y a pas grand monde qui est motivé pour travailler à fond le vendredi après-midi en France, tu vois. Ouais. Et au pire, j'ai le week-end pour pouvoir être lu par les gens. C'était à peu près ça ma réflexion. Et donc, la discipline... Je te confirme que c'est exactement ça. En tant que lectrice. Top. J'ai bien réfléchi. C'est ça. Non, franchement, c'est que ce soit aussi même la stratégie de monétisation, le fait que tu t'es dit, en fait, je veux monétiser une audience de qualité. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que au final, tu les as ramenés chez toi. Oui. Par là, j'entends que Instagram, c'est pas ta maison, Spotify, c'est pas ta maison, YouTube, c'est pas ta maison. Et récupérer les adresses mail, avoir une newsletter, c'est quand même, à mon sens, l'un des moyens les plus safe, en fait, de gérer et de maîtriser ton audience, en fait. Et même d'interagir avec elle de qualité. Puisque du coup, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, l'attention, elle est beaucoup plus limitée. Et donc, c'est compliqué d'avoir des retours et des avis authentiques. Ouais, pour la newsletter, c'est plus compliqué à faire grandir en termes d'audience. C'est-à-dire que sur un réseau social, tu vas avoir justement des algorithmes, tu peux jouer avec les algorithmes, etc., pour avoir une croissance des fois exponentielle. La newsletter, il faut vraiment avoir une vraie stratégie de comment je récupère. Est-ce que c'est du lead magnet? Est-ce que c'est par des réels, etc., mais comment est-ce que je redirige pour avoir un maximum de conversion? Donc la croissance des newsletters est quand même plus lente que celle des réseaux sociaux. D'où des fois la frustration, tu vois, surtout au début pour moi. Maintenant, c'est bon, j'ai appris à la gérer. Je suis ultra reconnaissante de toutes les lectrices que j'ai, une par une, tu vois. Des fois, je passe en revue la liste d'emails. Justement, je me dis, comme tu viens de dire, elles sont là, elles ont fait le choix de venir, elles m'ont donné leur adresse mail et elles prennent le temps de venir chaque semaine. Donc, merci, en fait. C'est ça. Vois. Dans un monde saturé d'emails, ça a beaucoup de valeur. Ouais, énormément. Donc voilà. Grave. Bon, on va passer aux stories. Pardon, excuse-moi. Non, mais t'avais du pas coup, terminé. Non, c'était juste pour dire la discipline, du coup, pour faire face au manque de motivation et d'inspiration. Et justement, par rapport aux médias, j'ai une routine où je me dis, tiens, je vais
lire du contenu. Donc, je suis abonnée à d'autres newsletters, je suis abonnée à des journaux également, et je passe du temps quand même à scroller sur Instagram pour voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les sujets d'actualité. Ah, tu fais ta petite veille. Oui, voilà. J'appelle ça comme ça quand je traîne sur Instagram. Moi, c'est pareil avec TikTok. Du coup, je disais Storytime. Mm-hmm. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience depuis que tu as lancé Femme Riche? Ma meilleure anecdote, c'est quand j'ai lancé mon tout premier produit. Donc, c'était un bootcamp destiné à l'investissement en bourse. Ouais. Et je n'avais jamais fait ça avant. Donc, lancer un produit digital. Donc, j'avais déjà créé une entreprise avant, avec un outil utilisé par de tierces personnes que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai lancé un bootcamp sur 30 jours. À l'époque, il était vendu à 247 €. Et l'idée, c'est d'accompagner sur 30 jours des femmes à apprendre à investir en bourse pour se construire un matrimoine avec la bourse. Et donc, le lancement était fait en décembre et j'ai pris tout le mois de novembre pour préparer le lead magnet, le lancer, acquérir des leads qualifiés, justement, préparer mes séquences d'emails, préparer mes lives sur Instagram, etc. Et quand j'ai lancé, le premier jour, au bout de 1h et demie, j'ai eu ma première vente. Et là, mais l'excitation dans ma tête, c'est moi qui fais ça. Oui. Mais la fierté, mais pour te dire, genre, tu vois le lapin de Duracell. Ouais. Je sautais partout et je te jure, je sautais tellement que j'ai dû mettre des talons pour m'empêcher de sauter. J'ai pris mes talons les plus hauts. Ouais. Et je me suis dit, au moins avec ça, tu vas arrêter de courir partout et de sauter partout. Ça a marché. À peu près. À peu près. J'étais tellement contente. Et tu vois, j'ai fini par faire en tout 18 ventes. Et le sentiment de fierté quand tu vois ton bébé, parce qu'un produit, c'est ton bébé, en fait, quand tu le penses, quand tu penses à la structure pédagogique, quand tu penses à la stratégie de vente, etc. En fait, c'est toi qui le crée de bout en bout. Et du coup, quand je me suis retrouvée au moment du lancement face aux 18 personnes, c'était le meilleur moment, tu vois, pour moi, enfin, de toute l'histoire de Femme Riche à ce jour. Donc, ouais, ça, c'est ma meilleure anecdote. Trop bien. Alors, autre question. Mm-hmm. Comment on fait pour développer sa voix et se démarquer dans un environnement saturé de contenu? Pour moi, ça relève du personal branding, ce qui n'est pas du tout intuitif. Et je le dis alors que je suis encore en train de naviguer à travers ces eaux, tu vois. Mais quand tu fais du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te limiter à simplement du contenu informatif. Parce que le contenu informatif, au hasard, c'est quoi un PEA ou c'est quoi un PER, tu l'as en tapant sur Google. Et c'est extrêmement simple comme information à acquérir, tu vois. Là où tu peux te différencier, c'est par rapport à toi, ton histoire, toi, ton expérience, et également ta tonalité. Comment tu expliques les choses? C'est quoi ta pédagogie? Comment est-ce que tu veux t'adresser à ta cible? Comment est-ce que tu inclus justement du storytelling dans tout ça? Et ça prend du temps à trouver, mais c'est ce qui marche le plus longtemps, parce qu'en fait, les gens, ils sont pas là uniquement pour du savoir. Ils sont là également pour la confiance qu'ils t'accordent. Mmh. Parce que si c'est simplement pour avoir une information, encore une fois, Google peut la leur fournir. Mais c'est comment est-ce que tu vas créer de la confiance? Comment est-ce que tu vas créer de l'intimité, limite, avec ton audience? Et ça, pour moi, ça, c'est le personal branding qui compte. Je suis assez d'accord. Et pour moi, le personal branding, en fait, c'est la rencontre entre la légitimité et l'authenticité. C'est beau, ça. Ouais, c'est-à-dire en mode, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, t'es légitime pour s'exprimer sur ce sujet? Comment est-ce que tu montes ton expertise? Mm-hmm. Et en même temps, au quotidien, qu'est-ce que c'est de la vivre, de la pratiquer, de l'échanger, de la vendre, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ce côté un petit peu coulisses qui fait que les gens se disent « Ah, tiens, j'ai envie d'écouter ce que cette personne a à dire. » Et bien sûr aussi, tout ce qui générait aussi de l'émotion. Au final, il y a je sais que, par exemple, le besoin d'appartenance, c'est très fort, tu vois. Et dans les contenus que je produis, en tout cas avec Sauce Digital, je sais que ça joue. Puisque quand on vient d'un territoire comme le nôtre, on a envie d'écouter, de supporter des personnes qui réussissent, même si le nez contre nez est réel. Moi, je suis convaincue que malgré tout, il fallait cette parenthèse. Oui, il le fallait. Non, mais parce qu'il faut dire les choses, tu vois. On sait où on est aussi, en fait. Mais il y a un côté où,
quand un Antillais ou une Antillaise réussit, c'est tous les dom-toms qu'il a derrière lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et partager son histoire, je trouve que il y a ce côté il y a ce côté inspirant où tu te dis, mais effectivement, il y a quelqu'un qui me ressemble, vraiment un truc de rôle modèle, tu vois. C'est ça, ouais. Sans pour autant dire, genre, je suis parfaite et faites comme moi, c'est non, c'est pas ça, mais c'est de dire, c'est possible. Si tu veux, tu peux. Ouais. Regarde. Ouais, et après, avec toutes les variantes que tu veux, mais. Exactement. C'est possible. Ouais. Et effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à inclure ça dans mon personal branding, ça a changé. Là, je parle de mon audience sur Instagram. Ouais. Ça a changé la qualité de mes interactions. Pourquoi tu ne le faisais pas avant? Parce qu'avant, je t'ai dit que j'avais recruté une cofondatrice et du coup, mettre trop de personnel, ça allait effacer l'autre. C'est difficile de trouver l'équilibre, je trouve. Hein, de ce que tu peux dire et tout. Tu vois, récemment, dans ma vie pro et perso, j'ai eu des difficultés, tu vois. Et je savais pas si j'avais envie d'en parler ou pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est pas le propos. Mais par contre, ce qui s'est passé, ça explique pourquoi j'ai disparu pendant 6 mois, tu vois. Mais après, t'es pas... Et au final... c'est pas une télé-réalité non plus. Non, c'est pas une télé-réalité, mais au final, tu vois, j'ai décidé d'en parler. Ouais. Enfin, en mode, j'en ai parlé en story. C'était en mode, si tu passes par là, tu sauras pourquoi. Et sinon, tu sauras jamais. Je l'ai pas forcément gardé quelque part... parce que j'ai pas non plus envie que ça fasse partie ni de mon personal branding, ni de ce qu'on dit en fait sur moi de façon publique, tu vois, genre mais c'était important pour moi de dire c'était hyper compliqué, ça a impacté quelque chose d'important qui est mes revenus en fait et aussi mon physique et du coup dans mon métier, il faut que je me montre. Là, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas envie de me regarder, j'avais pas envie de me filmer, j'avais pas envie de m'entendre, tu vois. Et ça, je l'ai dit parce que je pense que c'est quelque chose par lequel, enfin pas forcément pour les mêmes raisons, mais beaucoup de personnes passent, tu vois. C'est difficile de faire du contenu sur Internet. C'est difficile d'être là et de faire preuve de régularité envers ton audience en fait. C'est un taf. Après, moi, alors, 2 choses. Déjà, la régularité, tout dépend quel est ton média principal. T'es pas obligé d'être régulière partout, tu vois. C'est cool d'avoir de la régularité pour créer un rendez-vous régulier. Oui, c'est ça. Mais si par exemple, toi, ton média, c'est le podcast en priorité, tu créeras le rendez-vous via le podcast, tu vois. Et peut-être moins via les réseaux sociaux. Et le deuxième truc, c'est que quand tu montres ta vulnérabilité, c'est là que les gens arrivent à voir qui tu es. Mais montrer sa vulnérabilité... Dur. Ah oui, c'est dur et c'est vraiment inconfortable. Mais en fait, quand je disais que c'est pas une télé-réalité, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le faire en temps réel. Non, tu peux prendre le temps de digérer, en fait, parce que quand tu passes par une épreuve, quelle qu'elle soit, il faut un moment pour que toi-même tu comprennes ce qui t'arrive et que tu arrives à mettre des mots dessus et à pouvoir... Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que tu en tires. Et ce que ton audience veut savoir, c'est comment... tu es passé de l'événement compliqué à maintenant je vais mieux. Parce que potentiellement, ton audience veut savoir si eux aussi ça leur arrive, quel mécanisme ils peuvent mettre en jeu pour s'en sortir. Et c'est là que c'est inspirant en fait. D'où le côté, je prends du recul, j'analyse, et après je partage. Mais pas forcément je vous dis tout en temps direct. Live and direct. Ouais, ça on le voit, notamment avec les influenceurs, c'est pas la meilleure technique. Enfin, quand je dis parce que t'as parlé de télé-réalité, ça me fait penser aux influenceurs de la télé-réalité où, au final, après la fin de la télé-réalité, t'as l'impression de vivre en temps réel tous leurs drames sur les réseaux sociaux. Ouais. Et bon, c'est un autre sujet, mais ça a l'air éprouvant, émotionnellement. Moi, j'ai pas la force pour ça, perso. Moi non plus. J'ai tellement de gens de tu peux pas me filmer en train de pleurer. Je suis désolée, mais c'est un truc. Peut-être qu'il y aura des gens qui sont d'accord ou pas, et moi, je trouve ça trop bizarre t'allumes ta caméra et t'es là, tu vois. Non, parce que le jour où je pleure, tu vois, ma priorité sera pas de dire je partage. C'est je pleure, mais mince alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Tu vois, mais ça, c'est par rapport pour les caméras. À mon développement personnel à moi, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans le partage total, tu vois. Oui, mais en fait, même outre être dans le partage, avant de partager, il y a cette action de te filmer et au final de te revoir en train de faire ça. Et après, tu me diras peut-être que c'est une méthode pour réaliser à quoi tu ressembles quand tu pleures, pour accepter le truc et tout. Non, mais t'as un miroir pour ça. C'est ça, voilà. Tu vois. Donc bon. Mais bon. Dernière question, et pas des moindres. Comment les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe, selon toi? Vous avez 3 secondes. Exactement. Et j'ai dit marketing digital, mais ça peut être le digital
dans son sens le plus large? Alors déjà, en termes de marché, pour moi, le marketing digital va vraiment exploser parce que on a... Là, je parle de ce que je connais de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Dominique, mais pas des autres îles de la Caraïbe. On a vraiment une grande partie de l'économie qui est informelle. Donc, quand tu veux savoir que l'entreprise existe, c'est le bouche à oreille. Et comme ou alors la radio. Mais WhatsApp. Comme les groupes WhatsApp. Mais à chaque fois, tu verras que tu n'as pas de numéro de téléphone, tu n'as pas de site web, ou tu n'as pas de localisation, ou c'est derrière le 3e panneau après le tournant. Enfin, non, tu vois. Et pour moi, les nouvelles générations, ou même nos générations qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent, qui ont été accoutumées au digital, ne fonctionnent plus de cette manière-là. Et il va y avoir un grand schisme par rapport aux anciennes générations qui sont à fond RCI, RFO, enfin Guadeloupe Première, etc. Genre, et qui écoutent leur pub le samedi matin. Et nous. Ah, la balle perdue. C'est gratuit. Je suis désolée, maman. Mais on connaît, franchement, tous nos parents ont fait ça. Oui. Et là, la seule manière de pouvoir rattraper cet écart, ce sera via le marketing digital. Et il faut une vraie professionnalisation. C'est-à-dire, c'est pas simplement créer une page Facebook, c'est comment, on parlait de personal branding, c'est comment est-ce que, justement, tu te crées une forme de zone d'influence via le digital, que ce soit les réseaux sociaux ou de l'emailing, etc. Comment est-ce que tu te crées une personnalité, donc une personnalité de marque qui fait que tu es reconnaissable? Parce qu'aujourd'hui, non seulement l'économie informelle, mais elle est de plus en plus mise en concurrence par rapport à l'économie globale. Simplement. Tout à fait. Aujourd'hui, si je veux acheter quelque chose, je vais regarder ce qu'il y a vite fait en Guadeloupe, s'il y a des sites web. Parce que, par exemple, moi, je me déplace rarement en magasin, j'aime pas faire des courses. Si je vois pas de site web intéressant, si je vois pas de truc intéressant, tu n'y vas pas. Je n'y vais pas et j'attends de voir qui va en France ou à droite à gauche pour pouvoir acheter pour moi. Et voilà, en fait. Donc, l'économie guadeloupéenne est aujourd'hui mise en concurrence avec l'économie globale. Et la seule manière de pouvoir reconquérir ce précaré, et je pense que c'est même à l'échelle guadeloupéenne, c'est de vraiment se créer des marques et des zones d'influence via le marketing digital et d'avoir une vraie professionnalisation des métiers, c'est-à-dire justement quelle est ma stratégie de monétisation, comment est-ce que j'acquiers mes prospects, comment est-ce que je communique avec eux, comment est-ce que je garde le lien, etc. Ouais, donc vraiment comprendre les mécanismes et les méthodologies qui marchent et à défaut de les maîtriser, savoir identifier les experts qui peuvent nous accompagner. Ouais. Parce que pour moi, en tant qu'entreprise, en fait, la responsabilité, elle est des deux côtés. Le prestataire doit connaître son marché et faire un effort pour s'adapter aux besoins de son audience. Et de l'autre côté, en fait, le client qui a un besoin doit s'efforcer d'avoir le besoin le plus clair possible et d'avoir la compréhension la plus aboutie de qui fait quoi. Après, sur cette partie-là, tu me diras, peut-être que je rêve un peu, mais je pense que c'est possible, en fait, parce que c'est quelque chose qui leur bénéficie. Pour moi, tu peux pas venir et tu sais pas pourquoi tu viens. Sinon, on va aller nulle part, tu vois. C'est sûr. Tu as dit que j'ai lancé une balle perdue, mais toi aussi, en fait. Oui, non, mais tout le temps. Avant même d'arriver là, il faut déjà se rendre compte que tu as un besoin. Sauf qu'encore aujourd'hui... Ouais, là. Mais c'est ça, mais encore, pour moi, encore aujourd'hui, il n'y a pas une prise de conscience globale parce que, à l'échelle d'un territoire insulaire, finalement, un marché rapidement saturé. Donc, les grands acteurs en présence se connaissent et n'ont pas forcément un besoin de qualité ou de communication grande. Et c'est en train de changer du fait de la globalisation de l'économie, bien évidemment. À un moment, on va se prendre une porte en pleine figure et ça va faire mal. Mais j'ai l'impression que la prise de conscience, donc la définition du besoin, elle n'est pas encore totalement mature. Bah, en tout cas, ouais, c'est vrai. En tout cas, clairement, par rapport au digital, je pense que les gens sont peut-être un peu noyés d'être face à autant d'expertise qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Mais j'y crois. Parce que j'ai l'impression que c'est des passerelles qui existent dans d'autres parties du business, tu vois. Par exemple, la logistique. Le fait que, du coup, tu l'as dit, on soit sur un territoire insulaire et tout, il y a énormément de personnes qui sont dans le commerce et qui ont des notions de logistique, alors que ce n'est pas leur métier, parce que ça impacte l'approvisionnement de leurs produits et donc leur capacité à vendre. Et au final, maîtriser ces termes propres à la logistique, ces délais, l'octroi de mer, blablabla, ils ont réussi. Donc le marketing aussi, ils ont réussi. Et le digital aussi. Pour moi, tout est une question de patience. Exactement. On va y arriver. De toute façon, on est obligé de passer par là si on veut avoir une économie qui survive, tu vois. Oui. On ne va pas phagocyter par l'extérieur. Donc oui, on sera obligé d'y arriver. Le plus tôt sera le mieux.
je dirais. Le tout, c'est d'en prendre conscience et je pense que ça passe par de plus en plus de gens qui en parlent. Donc, voilà. La sauce digitale. Justement, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Pour finir, est-ce que tu as des projets ou des évolutions futures que tu aimerais partager avec ton audience ? Alors, par rapport à Femmes Riches, là, la prochaine grande échéance, ce sera le nouveau lancement, justement, du Bootcamp Bourse, parce qu'on n'a jamais assez de femmes riches, on n'a jamais assez de femmes éduquées financièrement. Donc, le prochain lancement, se fera à partir de novembre 2023. C'est noté. Qui aimerais-tu voir passer dans ce podcast ? Mais ça, j'y ai pas réfléchi. Oupsie. Alors, je parlais au cours d'une conférence avec un gars qui est passionné d'IoT, qui s'appelle Michael, et j'ai oublié son nom de famille. Du coup, si je le retrouve, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, Michael. C'est un appel. Voilà, c'est un appel pour toi. C'est un appel. Et en fait, on a eu une discussion super intéressante sur comment l'IoT pourrait, donc les objets connectés, pourrait aider la Guadeloupe. Et il me parlait d'une expérience qu'il avait lancée pour pouvoir détecter les fuites d'eau sur les canalisations en Guadeloupe. Et je me dis, quand tu sais que tu as 50% de l'eau au moins qui est perdue en Guadeloupe, c'est ce qu'on veut. Et pour moi, ça rentre dans le digital. Alors, c'est pas du marketing digital, bien évidemment, mais ça rentre dans le domaine de comment la technologie peut t'aider. Et on a des talents ici. Et donc, voilà. Donc, si je retrouve le nom de famille, s'il te plaît, Charlotte, Nala. Recommence. Désolée. T'inquiète. Donc, si je retrouve le nom de famille, s'il te plaît, Nala, est-ce que tu pourras le mettre dans la description ? Oui, ce sera fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, pour me retrouver, c'est sur Instagram, femmes_riches_m, ou alors sur ma newsletter sur Substack, donc c'est Femmes Riches, simplement. Super. Encore merci, Maëlisa. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta @sauce-digital au pluriel. La sauce et digital sont au pluriel, je précise. Toutes les infos de contact et les outils évoqués sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve bientôt pour plus d'interviews avec les pépites du digital. Bye! Bye bye!